Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Bienvenue à De Débit. Notre émission se veut vraiment un espace d'échange rigoureux, un lieu où on explore des perspectives opposées sur des enjeux de fond pour essayer d'éclairer la complexité de notre monde. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise structurelle qui donne littéralement le vertige. On va parler de l'État belge. Oui, et quand on regarde les documents de recherche qu'on a analysés pour aujourd'hui, on s'entend qu'on ne parle pas d'un simple petit dysfonctionnement passager, c'est un système démocratique qui est fondamentalement paralysé. Les politologues utilisent le terme de particratie. Concrètement, c'est un État où les pouvoirs exécutifs et législatifs ont tellement fusionné que la discipline de vote au Parlement frôle les 100%. C'est ahurissant. Et on parle aussi d'un appareil d'État qui déploie une énergie folle pour traquer, disons, 250 millions d'euros de fraude sociale, mais qui détourne systématiquement le regard de 30 milliards d'euros de fraude fiscale. 30 milliards, ouais, c'est le chiffre documenté. Et fait peut-être encore plus troublant au niveau de l'État de droit, c'est un État qui ignore allègrement plus de 10 000 décisions de justice. Voilà. Fait que face à un système politique complètement verrouillé de l'intérieur qui est sourd aux citoyens et même à ses propres tribunaux, il y a une question centrale qui s'impose, une question presque existentielle au fond. Bon, et maintenant, on fait quoi? C'est la grande question. Exact. Comment est-ce qu'on débloque cette paralysie? De mon côté, je suis vraiment convaincu que l'avenir passe inévitablement par des actions extra-politiques, c'est-à-dire l'activisme judiciaire et la libération agressive et asymétrique des données citoyennes. Écoutez, le constat est lourd. Je vous l'accorde d'emblée et je partage entièrement votre diagnostic sur la gravité de la situation. Ça n'a pas d'allure. Mais pour ce qui est du remède, je vois les choses sous un tout autre angle. Je suis convaincu que la seule véritable issue à ce fameux « bon et maintenant » réside dans la réforme radicale des contre-pouvoirs institutionnels restants et surtout dans l'assèchement absolu du financement de ce cartel politique. Sans ça, toute action de l'extérieur ne sera qu'un simple coup d'épée dans l'eau. Alors, entrant tout de suite dans le vif du sujet. Le système politique traditionnel, tel qu'on l'enseigne dans les manuels, il est mort de l'intérieur en Belgique. Il n'y a plus de véritable substance délibérative. Pensez-y un instant. On parle d'un chiffre faramineux de 99,73% de conformité partisane lors des votes stratégiques à la Chambre. C'est massif. C'est au-delà de massif. Ce n'est pas une exagération de ma part, c'est documenté par les chercheurs. 99,73%. Rendus à ce stade-là, les élus ne sont plus du tout des représentants de la nation qui réfléchissent ou qui débattent. Ce sont des simples exécutants qui obéissent au doigt et à l'œil à leur président de parti. La démocratie parlementaire est devenue une illusion. Donc, si on veut répondre à notre question, le bon et maintenant, on doit admettre qu'agir dans le cadre électoral traditionnel, c'est comme frapper un mur de briques. Absolument. Le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement, on s'entend là-dessus. Exactement. Et c'est justement là que l'approche d'initiatives comme le Fight Club fiscal devient absolument cruciale. Leur stratégie, c'est de libérer les données brutes pour forcer une prise de conscience brutale face au discours médiatique ambiant. Juste pour mettre ça en perspective, le ratio entre la fraude sociale et la fraude fiscale est de 1 pour 120. Pour chaque euro fraudé au bas de l'échelle, il y en a 120 qui s'évaporent au sommet. Et pourtant... Et on n'en parle presque pas. Mais pas du tout. À la télévision nationale, on va vous présenter un grand reportage de 55 minutes sur les assistés sociaux sans accorder une seule seconde d'antenne aux 30 milliards d'évasion fiscale. C'est comme si on mobilisait toute la police de la ville pour courir après un vol à l'étalage de 10 piastres pendant qu'on laisse la porte de la Banque centrale grande ouverte. Et pendant ce temps-là, l'État coupe la moitié de ses effectifs de contrôleurs fiscaux et embauche 45 inspecteurs sociaux de plus. Le système se nourrit de ses propres contradictions. La solution ne viendra jamais d'une réforme de l'intérieur. Il faut une pression citoyenne externe implacable par la donnée et par la judiciarisation. Bon, arrêtez-vous une seconde. Le diagnostic que vous posez, avec l'analogie de la Banque centrale, il est factuellement inattaquable. La fusion de l'exécutif et du législatif a bel et bien transformé la démocratie en un théâtre d'ombre. Cependant, l'activisme par les données ou par les tribunaux, aussi noble soit-il dans l'esprit, ce sont des symptômes de l'échec démocratique. Ce ne sont pas des solutions durables pour l'avenir.
Prenez la tactique judiciaire que vous évoquez. Elle a des limites flagrantes qui démontrent toute l'impuissance de cette approche face à un appareil d'État qui est capturé. L'État belge a accumulé plus de 10 000 condamnations inexécutées. 10 000! C'est un chiffre qui donne le tournis, en effet. C'est complètement fou, principalement dans le dossier de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. Au pic de cette crise, on parle d'un État qui devait 240 millions d'euros en astreinte de justice. La Cour européenne des droits de l'homme a même dû intervenir pour dénoncer une carence systémique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que face à un État voyou, les injonctions judiciaires glissent sur la carapace de la particratie comme de l'eau sur le dos d'un canard. L'État ignore tout simplement les juges. L'indignation citoyenne n'a aucune prise. Le véritable « et maintenant, si on veut être sérieux » exige de s'attaquer à la racine du problème. Et cette racine, elle est très bien décrite par la théorie du parti cartel qui a été formulée par les politologues Katz et Marr. OK, mais comment vous expliquez ce concept de parti cartel pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec la science politique? Bien, c'est très simple. Imaginez des entreprises concurrentes sur un marché libre. Soudainement, elles décident secrètement de s'entendre pour bloquer l'arrivée de nouveaux concurrents et s'assurer des revenus qui sont garantis par l'État. En politique belge, le cœur de ce réacteur-là, ce sont les 108,7 millions d'euros de subventions publiques annuelles. Cette manne financière rend les partis totalement indépendants de leurs électeurs. Les citoyens belges financent leur parti 4 fois plus que les Néerlandais. Tant qu'on ne restaure pas la primauté de la Constitution en abolissant ce financement public massif et en renforçant le seul véritable contre-pouvoir institutionnel qui reste, soit la Cour constitutionnelle, bien, votre diffusion de données citoyennes ne sera qu'un bruit de fond. Le système va l'absorber sans même scier. Je vois tout à fait où vous voulez en venir avec l'aspect financier, mais permettez-moi de relancer là-dessus. Vous parlez de réformer le financement des partis, de couper ces 108 millions d'euros, de renforcer la Cour constitutionnelle. C'est magnifique sur papier. Mais concrètement, qui va voter ces réformes? Les bénéficiaires même du système. C'est le paradoxe absolu. La structure du pouvoir en Belgique, elle s'articule autour de ce qu'on appelle le CERN, le comité ministériel restreint. Le fameux CERN, oui. Le centre de gravité, exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, il faut bien saisir l'aberration du CERN. C'est une instance qui n'a absolument aucune base juridique ni constitutionnelle. Ça n'existe pas dans les textes fondateurs. Ça ne publie aucun procès-verbal. C'est la boîte noire absolue de la démocratie belge. Et pourtant, ça filtre absolument tout. C'est là que les présidents de partis se réunissent à huis clos et décident de tout ce qui sera voté ensuite par le Parlement. Face à un verrouillage aussi hermétique, le citoyen n'a pas d'autre choix que d'utiliser la donnée brute comme une arme. In data we trust, comme disent les activistes. Le but n'est pas d'attendre sagement une loi de financement vertueuse qui ne viendra jamais de la part de ceux qui en profitent. L'objectif, c'est d'exposer les paradoxes avec une violence factuelle insoutenable pour le récit dominant. Mais posez-vous la question, est-ce que cette violence factuelle fait vraiment vaciller le CERN? Je suis convaincue que oui. Comment vous justifiez publiquement l'existence de 31 806 mandataires politiques? C'est un mandataire pour 365 habitants, grassement financé par des fonds publics, pendant que l'arsenal offshore qu'on a vu dans les Panama Papers ou les Pandora Papers permet aux élites de dissimuler des milliards. Et tout ça avec la complicité tacite d'un État qui, en même temps, réduit les effectifs de ceux qui sont censés contrôler les grandes entreprises. Ce n'est qu'en saturant l'espace public avec la réalité crue, on parle quand même de 951 € de fraude fiscale par seconde en Belgique, qu'on crée un coût politique qui devient tout simplement ingérable pour ce fameux CERN. L'arme des données vient détruire la légitimité du cartel de l'extérieur, puisqu'on ne peut définitivement pas le détruire de l'intérieur. Honnêtement, je ne partage pas du tout cet optimisme. Et je vais vous dire pourquoi. L'idée de libérer les données, de révéler que 732 Belges figurent dans les Panama Papers pendant qu'on tape sans arrêt sur les bénéficiaires de l'aide sociale, c'est d'une utilité publique indéniable. Je ne le nie pas un instant. Mais vous présumez que la particratie belge repose uniquement sur un déficit d'information. Vous dites que si les gens savent, le système va s'effondrer. Or, la particratie repose sur des fondations structurelles beaucoup plus profondes qui sont liées à ce qu'on appelle la pilarisation. La pilarisation, c'est vrai que c'est une notion fondamentale pour comprendre la société belge. Absolument. Il faut comprendre ce mécanisme. Imaginez la société belge historiquement divisée en silos verticaux ou des piliers.
Vous avez le pilier chrétien, le pilier socialiste, le pilier libéral. Concrètement, ça veut dire que vous naissez dans un hôpital de votre pilier, vous allez à l'école de votre pilier, vous adhérez au syndicat de votre pilier et vous lisez le journal de votre pilier. C'est un encadrement social total, du berceau au tombeau. Et même si ça s'est un peu effrité avec le temps, les structures sont toujours là. Prenez les chiffres actuels. La Confédération des syndicats chrétiens, la CSC, compte encore 1,5 million d'affiliés. Les mutualités chrétiennes couvrent près de 40 % de la population. Donc, selon vous, l'information se heurte à ces murs institutionnels invisibles. Ce sont des règles non écrites, des conventions qui sont politiquement obligatoires et qui structurent l'État indépendamment de l'opinion publique. Informer les gens sur les 30 milliards de fraude fiscale, c'est super, mais ça ne modifie en rien la mécanique des majorités spéciales à la Chambre, ni les règles communautaires complexes. Sans assécher financièrement ce système auto-renforçant, les partis, qui ont un patrimoine cumulé record de près de 157 millions d'euros en passant, vont juste absorber votre indignation. Ils vont mettre en place une belle commission parlementaire, produire un rapport de 500 pages. Ils continueront de gouverner par le cairn. L'insurrection par les données sous-estime carrément la capacité d'inertie institutionnelle de la Belgique. Je comprends votre point sur l'inertie, elle est lourde, ça c'est clair. Mais c'est justement parce que cette inertie institutionnelle est aussi massive que l'activisme extra-système doit s'armer de la force exécutoire du droit. Vous disiez tout à l'heure que l'activisme judiciaire est un symptôme d'échec. Moi, je dirais plutôt que c'est le dernier rempart concret quand les manifestations de rue et les urnes ne donnent plus rien. Prenons l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dans la fameuse affaire Climat-Sac en novembre 2023. Le grand dossier climatique, oui. Voilà. Des dizaines de milliers de citoyens ont réussi à imposer à l'État un objectif contraignant de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ils ne l'ont pas fait par des élections qui sont de toute façon pipées par la discipline de vote, ils l'ont fait par le droit. C'est factuel, c'est juridiquement opposable. Quand l'accord de gouvernement devient intouchable et que les députés ne sont plus que des vaches à vote, pour reprendre l'excellente expression du chercheur Leven de Winter, la société civile n'a pas d'autre choix que d'utiliser les tribunaux pour obliger l'État à respecter ses propres lois. C'est l'ultime levier. Le cartel politique peut manipuler un reportage de 55 minutes à la télé, ils peuvent ignorer une pétition de 100 000 signataires, mais une condamnation judiciaire formelle, ça crée une vraie brèche dans leur armure de paralégalité. L'argument de la brèche juridique est très intéressant, mais est-ce que vous avez vraiment considéré la nature de la magistrature que vous appelez à la rescousse? Vous parlez de la force du droit comme si le système judiciaire belge flottait au-dessus de la mêlée, qu'il était pur et indépendant. Le problème, c'est que la politisation de la justice, c'est carrément dans l'ADN du système belge. Vous faites référence aux nominations politiques des juges, j'imagine. Exactement. Pendant des décennies, on a fonctionné avec ce qu'on appelait la règle du champignon, le pedestal regel en néerlandais. C'est un concept fascinant et terrifiant à la fois. On distribuait les postes de magistrats proportionnellement au poids électoral des partis. Comme des champignons qui poussent après la pluie, si le Parti socialiste prenait du poids électoral, hop, plus de juges socialistes nommés. Et même si on a créé le Conseil supérieur de la justice après le traumatisme de l'affaire du trou pour garantir plus d'indépendance, il ne faut surtout pas oublier un détail crucial. La moitié de ses membres sont désignés par le Parlement, c'est-à-dire par les présidents de partis dans une pure logique de coalition. C'est vrai que le cordon ombilical n'est pas totalement coupé. Il est tout sauf coupé. On regardait ma Cour constitutionnelle. Elle est composée à double parité et la moitié des juges sont d'anciens parlementaires. Demander à une magistrature dont l'architecture même est imprégnée jusqu'à la moelle par la logique de la particratie, de sauver la démocratie de cette même particratie, il faut se l'avouer, c'est un paradoxe qui ne tient pas la route. Et je reviens à mon chiffre de tout à l'heure, les 10 000 condamnations inexécutées. La justice du travail a elle-même fini par déclarer en 2022 que ce contentieux n'avait manifestement pas sa place devant une instance judiciaire parce que l'État s'en moque éperdument. La judiciarisation du politique, ça épuise l'État de droit, ça ne le répare pas. Le « et maintenant » ne peut pas consister à se cacher derrière la toge d'un juge pour faire le travail de nettoyage que le pouvoir législatif refuse de faire. C'est une objection valide sur la politisation historique de la justice, mais je crois que vous occultez un point essentiel.
Le verrouillage constitutionnel belge est absolument unique en son genre et il est fondamentalement insurmontable de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers l'extérieur. Savez-vous que la Constitution belge a été interprétée de manière à interdire formellement de donner la parole directement aux citoyens? L'article 33, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, impose une interprétative du référendum décisionnel au niveau fédéral. C'est exact, le référendum liant n'existe pas chez nous. Il est carrément interdit. Il n'y a aucun contournement populaire possible, comme on le verrait en Suisse, par exemple. Vous appelez à réformer de l'intérieur, à changer le financement des partis. Mais tout changement institutionnel en Belgique se heurte au mur en béton des majorités spéciales. L'article 4 de la Constitution impose des conditions cumulatives tellement effarantes pour modifier les dispositions importantes qu'il donne de facto un droit de veto absolu à chaque communauté linguistique. Le politologue Chris Deschouard l'a très bien démontré. La fédéralisation de la Belgique, la création de toutes ces strates de pouvoir, ça a été construit par les partis et pour les partis pour multiplier les postes sous leur contrôle. Mais on a quand même vu des tentatives d'innovation démocratique récemment. Des assemblées citoyennes, non? Des façades purement et simplement. Même les innovations délibératives dont la Belgique se gargarise à l'international sont pipées d'avance. Prenez le fameux G1000 initié par David Landry-Broek ou le Conseil citoyen permanent d'Ost-Belgien. Les études de chercheurs comme Nathalie Chiffino montrent très clairement que les politiciens s'assurent toujours à la fin de la journée de conserver le vote final. La décision finale leur revient toujours. Le système est conçu comme une forteresse inexpugnable. L'issue, le fameux « et maintenant » ne viendra donc que d'un effondrement provoqué par une dissonance cognitive devenue insupportable dans la population. Quand les gens réaliseront l'absurdité de chasser 21 € de fraude sociale par habitant tout en laissant filer près de 2600 € de fraude fiscale par habitant, ça va craquer. Seule la brutalité des faits hors système peut fissurer cette forteresse. Je vois tout à fait ce qui vous pousse à cette conclusion, mais je n'achète tout simplement pas cette fatalité de l'effondrement. Dire que l'effondrement externe est la seule voie, c'est flirter avec un fatalisme dangereux et surtout, ça ignore des précédents historiques très clairs. La singularité de la Belgique est réelle, mais le démantèlement interne de systèmes qui semblaient tout aussi immuables a déjà été réalisé ailleurs. Vous avez des exemples comparables à la complexité belge en tête? Bien sûr. Regardez l'Autriche. Le système autrichien, qu'on appelait le Propose, structurait la société entière autour des camps conservateurs et socialistes. C'était extrêmement similaire à notre pilarisation belge. Vous aviez votre carte de parti pour obtenir un logement social ou un poste dans l'administration. Pourtant, à partir des années 1990, face à la dénonciation du clientélisme, l'Autriche a réussi à démanteler ce système de l'intérieur. Des régions comme le Tyrol, Salzbourg ou la Styrie ont officiellement aboli ces mécanismes. Autre exemple, les Pays-Bas. Leur propre système de piliers s'est dissous dans les années 60, ce qu'on appelait l'Angleisondsweiling. Ça prouve que des structures massives de contrôle social peuvent se désintégrer par des réformes politiques directes. Le sociologue Stef Ellemans explique très bien que le problème de la Belgique, c'est que notre clivage linguistique est venu donner un second souffle artificiel à ses piliers. Et c'est justement le nœud du problème. La dynamique linguistique fige absolument tout. Elle complique les choses, c'est indéniable. Mais si on veut un véritable plan de match pour le « bon et maintenant », on ne peut pas juste attendre que les données fassent exploser le système. Il faut passer par l'ingénierie constitutionnelle. Il faut une révision drastique de la loi Doré de 1989 sur le financement des partis politiques. Il faut réduire par la Constitution le nombre astronomique de membres de cabinets ministériels qui court-circuitent l'administration publique. Saviez-vous que le gouvernement fédéral compte des centaines de collaborateurs de cabinet? C'est une anomalie totale en Europe. Attendre un effondrement poussé par la colère citoyenne, c'est prendre le risque d'avoir l'effondrement pur et simple des restes de notre État-providence et non une refonte démocratique saine. L'action doit rester politique. Je veux bien regarder l'exemple autrichien, mais le démantèlement du Proporza a été fait par des acteurs politiques qui sentaient le vent tourner et qui avaient encore une certaine marge de manœuvre. En Belgique, les 31 806 mandataires sont totalement cadenassés par un système électoral où la place sur la liste, qui est décidée par le président de parti, détermine absolument tout. C'est l'arme de destruction massive de toute dissidence interne. Le placement sur la liste dicte la loyauté. Imaginez un seul instant un député belge qui se lève un matin et qui propose de couper 80 % des 108 millions d'euros de subventions au parti. Il serait rayé de la carte politique par son bureau de parti dès lundi suivant.
La discipline de parti est redoutable, oui, je vous l'accorde. Et total. C'est pour ça que croire que les partis belges vont se faire harakiri institutionnellement, c'est une immense illusion. L'accord de gouvernement est devenu la norme suprême. Il a remplacé le débat législatif. Avant même qu'une commission parlementaire ne siège, le Cairn a déjà tout arbitré, tout ficelé. Le député n'est là pour appuyer sur le bouton vert le jeudi après-midi. Dans un tel théâtre d'ombre, exposer la cartographie des 199 cases de fraude fiscale contre la seule petite case de fraude sociale sur une déclaration d'impôt, ce n'est pas juste un acte d'information, c'est un acte de désobéissance intellectuelle massive. C'est un retrait explicite du consentement citoyen et c'est ça, ce retrait du consentement, qui peut assécher la légitimité d'un système qui a substitué la particratie à la souveraineté du peuple. Je vois l'attrait romantique de la désobéissance intellectuelle, mais je ramène ça à la mécanique de l'État. La désobéissance intellectuelle est une étape de conscientisation. Elle ne remplace pas l'ingénierie institutionnelle. Vous décrivez très bien ce calendrier hebdomadaire à la Chambre où le jeudi matin, on dit que la ligne de vote pour l'après-midi, c'est un rouleau compresseur. Mais précisément parce que la maladie est profondément institutionnelle, le remède doit l'être tout autant. Vous mentionnez l'article 33 de la Constitution plus tôt qui interdit le référendum. Eh bien, voilà la cible. La Belgique n'a pas besoin d'une révolution par la donnée, elle a besoin d'une révision constitutionnelle permettant le référendum d'initiative citoyen contraignant sur le modèle suisse. Mais comment on l'obtient, ce référendum, si le Cairn le bloque? C'est là tout le défi politique du « et maintenant ». Il faut qu'une force politique dissidente en fasse la condition sine qua non d'une coalition. En Suisse, les majorités changent selon les thèmes et la discipline de parti est beaucoup plus lâche. Pourquoi? Parce que la menace latente d'un référendum citoyen force les politiciens à chercher des consensus bien plus larges que le simple cartel au pouvoir. Historiquement, à peine 5 % des lois suisses sont contestées par référendum, mais cette épée de Damoclès structure tout le paysage politique. Sans un mécanisme institutionnel de ce type pour terroriser légalement le Cairn, les partis, avec leurs millions en banque et leur statut bien protégé, vont juste absorber le choc de vos données citoyennes. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cet échange qui, honnêtement, soulève des questions vertigineuses. Si on résume la situation, il est clair qu'on s'entend mutuellement sur un point. Cette fusion des pouvoirs exécutifs et législatifs a engendré en Belgique un véritable monstre systémique. C'est une particratie qui semble totalement incapable de s'autoréguler. Les données qu'on a brassées aujourd'hui sont limpides. L'État maintient une obsession répressive implacable pour récupérer 250 millions de fraude sociale, tout en détournant le regard de 30 milliards d'évasion fiscale orchestrées dans l'ombre. C'est un système verrouillé par les partis pour les partis. Tout à fait. L'hyper-centralisation du pouvoir dans les mains d'une poignée de présidents de partis via le Cairn, couplée à une discipline de vote quasi soviétique, ça ne laisse absolument aucune place au doute sur la gravité du diagnostic. La démocratie belge est malade. Cependant, nos approches divergent fondamentalement sur la thérapie à appliquer, sur ce fameux « bon et maintenant ». De mon côté, je maintiens avec force que tant que les structures institutionnelles, donc le financement public exorbitant des partis et le verrouillage constitutionnel, ne sont pas réformés à la racine, la particratie survivra à toutes les vagues d'indignation citoyenne. À la fin de la journée, les institutions priment toujours sur les émotions et les scandales. Et de mon côté, je reste intimement convaincu que ce système, cadenassé de l'intérieur par ses propres bénéficiaires, est devenu irrécupérable par les voies politiques classiques. L'étincelle salvatrice, celle qui peut vraiment faire bouger les lignes, ne peut provenir que de la société civile. Ça passe par une libération agressive et asymétrique des données pour briser le narratif officiel et par l'intervention d'un activisme judiciaire acharné qui oblige l'État à faire face à ses propres contradictions devant ses tribunaux. La complexité démocratique exige parfois qu'on ait le courage de sortir du cadre que le pouvoir a lui-même dessiné. Et c'est justement la beauté d'aborder une telle impasse sous plusieurs angles rigoureux. Les documents et les recherches que nous avons explorés aujourd'hui offrent une multitude de pistes pour décrypter cette architecture du pouvoir. Nous espérons que cet échange vous aura donné les outils pour mieux comprendre ces dynamiques complexes. Et nous vous laissons le soin de tirer vos propres conclusions quant à la direction que devrait prendre l'avenir de nos démocraties. Et un voyou!
Bienvenue au débat, notre espace d'échange intellectuel et d'analyse de fond. Aujourd'hui, on s'attaque à un tournant décisif de la politique socio-économique en Belgique. On va parler des réformes structurelles amorcées par la coalition gouvernementale qu'on appelle la coalition Arizona, visant la législature 2025-2029. Oui, c'est un dossier lourd, effectivement. Et pour s'y retrouver, on s'appuie sur une analyse vraiment rigoureuse tirée de documents d'intelligence citoyenne, plus particulièrement les données qui ont été compilées par le réseau WIFIeux et le CCPLC, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Ce qu'ils ont fait, c'est décortiquer l'impact direct de ces réformes macroéconomiques sur les droits sociaux de base. Absolument. Et tout au long de notre analyse d'aujourd'hui, on va garder une question transversale en tête. Une question qui émerge directement du matériel source. Face à ces mesures qu'on peut qualifier de drastiques, le citoyen est en droit de demander, je cite, « À part ça, la santé, ça va ». Le cœur de notre désaccord aujourd'hui, c'est la nature même de ces politiques dites d'activation et des coupes budgétaires qui ciblent très spécifiquement les chômeurs et les malades de longue durée. La question centrale est la suivante. Est-ce qu'on est face à un redressement macroéconomique inévitable pour sauver l'appareil d'État ou est-ce qu'on assiste à un démantèlement punitif de la santé publique? C'est exactement là que nos visions s'entrechoquent. De mon côté, je soutiens, en m'appuyant sur ces données citoyennes, que ces réformes constituent une ingénierie de redistribution inversée. C'est une agression directe contre la santé publique qui viole notre propre Constitution, tout ça pour faire payer l'addition aux citoyens les plus vulnérables au lieu de s'attaquer à la véritable hémorragie fiscale. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous offrir une perspective différente. Je défends l'idée que, face à un coût d'inactivité insoutenable qui oscille entre 21 et 24 milliards d'euros par an, cette réforme, ce n'est pas une punition. C'est une nécessité structurelle, factuelle, pour sauver le modèle social belge de la faillite. Entrons dans le vif du sujet. Le statu quo qu'on connaît actuellement, il est tout simplement impossible à maintenir. Impossible, vraiment. Ou politiquement indésirable pour certains. Non, mathématiquement impossible. Écoutez, les données de la Cour des comptes donnent le vertige. L'inaction forcée coûte actuellement 1 million d'euros par heure à l'État belge. 1 million par heure. On parle d'un système qui finance des dépenses passives colossales pour maintenir près d'1 million de personnes hors de l'emploi. Si on regarde les chiffres institutionnels, on a 526-507 personnes en incapacité de travail de longue durée. Oui, mais ce sont des êtres humains, pas juste des colonnes de dépenses sur un tableau Excel. Je suis d'accord, ce sont des humains, mais l'État doit financer ces colonnes pour que le filet social tienne. Les projections macroéconomiques du Bureau fédéral du Plan sont super claires. On s'en va vers un déficit fédéral qui va plonger à 42,6 milliards d'euros en 2030. Ça porte notre dette à 120,8 du PIB. Fait qu'il faut se poser la vraie question. Comment un État peut-il garantir la santé publique et la sécurité sociale quand il s'effondre sous le poids de sa propre dette? Le système actuel indemnise l'inactivité et il est brisé. Les politiques de remise au travail, oui, elles sont difficiles à entendre, mais c'est le seul moyen fondé sur des preuves comptables pour pérenniser notre filet de sécurité. La véritable menace pour la santé publique, ce n'est pas la réforme, c'est l'insolvabilité de l'État. Je suis désolé, mais je n'achète pas cet argument. Laissez-moi vous dire pourquoi. Le gouvernement utilise sciemment une urgence budgétaire, une urgence qui, au passage, est largement provoquée par ses propres choix de non-taxation du grand capital, pour justifier ce que les analystes du réseau citoyen qualifient de pathologie législative. Vous parlez de sauver la santé publique, mais regardons les actes. La première chose que fait ce budget, c'est imposer une suppression brutale de 500 millions d'euros dans le budget de la santé même. C'est une limitation de la croissance des dépenses, pas une suppression arbitraire. On limite la croissance à 2 %. Ce qui crée mécaniquement un trou, un déficit de 725 millions par rapport aux besoins réels recommandés. Et ça va beaucoup plus loin. La réforme instaure une menace de sanctions financières directes pour les malades de longue durée qui ne se plieraient pas aux nouvelles contraintes administratives. On parle de retenues allant jusqu'à 10 % de leurs indemnités, voire le retrait total. L'Institut fédéral des droits humains, l'IFDH, a émis un avis formel là-dessus. Ils affirment que ces sanctions ne favorisent en rien la réintégration. Pire, elles violent frontalement le principe constitutionnel de standstill inscrit à l'article 23 qui interdit toute régression des droits sociaux. Alors, quand on pose la question « à part ça, la santé, ça va ?», la réponse est non. Comment la santé pourrait-elle aller bien quand l'État se met à sanctionner financièrement la maladie? C'est une interprétation très sévère des politiques d'activation.
Laissez-moi vous expliquer la logique derrière ce prétendu paradoxe. Le gouvernement a fixé une cible claire, remettre au travail 100 000 malades de longue durée d'ici 2029. Et il a raison de le faire. Pourquoi? Parce que le système actuel, sous couvert de compassion, abandonne ces individus à leur sort. Ah oui, les abandonner en leur demandant de renouveler leur statut médical tous les 3 mois. Justement, renouveler les statuts d'invalidité annuellement et imposer des certificats médicaux limités à 3 mois dans un premier temps, ce n'est pas pour punir. C'est pour créer une incitation macroéconomique au retour à l'emploi et forcer un suivi rigoureux. Le but, c'est d'éviter l'enlisement. L'ancien système permettait à des centaines de milliers de personnes de s'installer dans une invalidité permanente sans qu'on vérifie si une réintégration partielle était possible. En resserrant les mailles du filet, l'État s'assure que ceux qui peuvent travailler même un peu retournent sur le marché. C'est transformer une dépense passive qui nous ruine en un investissement actif. C'est un argument qui a l'air convaincant en théorie, je vous l'accorde, mais avez-vous regardé la réalité sociologique et clinique de ces patients? J'ai été sidéré en lisant les données de l'INAMI que le CCPLC a minutieusement compilées. Sur ces quelques 550 000 malades de longue durée, on ne parle pas de jeunes qui profitent du système, tu sais. 63 % d'entre eux ont plus de 50 ans. Ce qui correspond aussi à un vieillissement général de la population active, c'est normal. Oui, mais ce sont surtout des travailleurs qui subissent l'usure de décennies de labeur et qui sont victimes de discrimination massive à l'embauche liée à l'âge. Et sur le plan médical, c'est encore plus lourd. Environ 37 à 38 % de ces personnes souffrent de troubles mentaux. On a enregistré une augmentation stupéfiante de 70 % des cas de burn-out depuis 2018. Presque un tiers souffrent de troubles musculo-squelettiques chroniques. Ce sont des victimes d'un marché du travail devenu toxique. Imposer des certificats de 3 mois et agiter une menace de coupure de 10 % à quelqu'un qui est en plein effondrement dépressif, ça ne va pas le guérir. La santé, ça ne se décrète pas dans un budget. En fait, ça va juste aggraver leur état clinique et faire exploser les coûts de santé à long terme. C'est un point valide sur la fragilité de ces profils. Je ne dis pas le contraire. Mais je le formulerai autrement. Même pour une personne en épuisement professionnel, la transition vers un travail aménagé, progressif, doit demeurer le but ultime de notre contrat social. Maintenir des individus indéfiniment hors du circuit productif, ça génère une désocialisation. Ça crée une perte de compétences qui est tout aussi destructrice pour la santé mentale que le burn-out initial. Le filet de sécurité, on le dit souvent en politique sociale, ça doit être un trampoline, pas un hamac. Si on ne lie pas les allocations à des processus d'activation inconditionnelle, on laisse s'installer cette hémorragie d'1 million d'euros de l'heure. La société qui finance cette solidarité a droit à un retour sur investissement. J'entends bien votre métaphore du trampoline, elle est belle. Mais les documents d'analyse montrent que ce trampoline, en réalité, c'est un mur de briques. Et c'est là qu'il faut qu'on parle d'un concept central soulevé par les analystes, le TMIE. Le taux marginal d'imposition effectif. Exactement. Faut qu'on l'explique pour bien comprendre la mécanique punitive du système. Pour faire simple, le TMIE, c'est le calcul de ce qu'une personne perd en aide financière et sociale au moment où elle gagne 1 euro de plus en travaillant. L'argument qui dit que l'État encourage l'initiative, il s'effondre totalement quand on regarde les données du Conseil national du travail. Le système belge actuel punit l'effort avec une brutalité inouïe. Un malade qui décide de reprendre une activité partielle perd immédiatement ses droits dérivés. Il perd notamment ce qu'on appelle le statut BIM. L'intervention majorie pour les soins de santé. Oui, c'est ça. C'est le filet de sécurité pour se soigner à moindre coût. Il perd ça, il perd ses tarifs sociaux pour l'énergie. Le TMI atteint 96,3 % en fiscal pur. Pire, si on inclut la perte des droits dérivés, il dépasse allègrement les 100 %. Ça veut dire que la personne s'appauvrit en allant travailler. Écoutez, il y a des effets de seuil. C'est inévitable dans les phases de transition d'un État très protecteur. Le gouvernement cherche d'ailleurs à lisser ces courbes. Laissez-moi illustrer ça avec le cas clinique de ET, qui est documenté en détail par le réseau citoyen. C'est glaçant. Voici un individu précarisé, souffrant d'une arthropathie sévère. Sous la pression de l'activation, il perd son statut BIM. Conséquence directe, il n'a plus droit au remboursement de ses séances de kinésithérapie, qui étaient indispensables pour maintenir sa mobilité. Résultat des courses, son état se dégrade rapidement et il se retrouve confiné en fauteuil roulant. Et pour couronner le tout, il y a 14 mois de délai de livraison pour ce fauteuil à cause des restrictions administratives.
Ce piège institutionnel fait en sorte que faire un effort coûte plus cher que de rester immobile. Face à ce genre de cas, demander « à part ça, la santé, ça va » prend une dimension vraiment tragique. Le système exige que vous soyez actif tout en vous retirant l'accès aux soins qui rendrait cette activité physiquement possible. C'est une situation dramatique pour ce patient, je ne nie pas du tout. Et l'administration doit évidemment s'améliorer sur des délais de livraison de matériel médical, ça c'est clair. Mais je ne suis pas convaincue par le rejet complet du système d'activation sur la base d'effets de seuil. Ce raisonnement occulte un fait majeur. Le système doit se protéger contre ses propres failles à grande échelle. Oui, il y a des drames individuels, mais il y a aussi des abus systémiques qu'un État responsable a le devoir d'endiguer. On critique beaucoup la symétrie de l'effort exigé, mais on oublie que la fraude sociale est une réalité. Elle mine l'acceptabilité de l'impôt chez le travailleur actif. La fraude sociale, d'accord, regardons les chiffres. L'État l'évalue tout de même à 250 millions d'euros. Ce n'est pas rien, c'est de l'argent public détourné. C'est pour ça que la coalition prévoit, par exemple, 194 463 exclusions du chômage d'ici 2027, en limitant les allocations dans le temps à 24 mois. Ce sont des leviers contrôlables. Le gouvernement doit rétablir l'équité pour le citoyen moyen, celui qui se lève chaque matin, qui paie ses impôts et qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. On ne peut pas demander à ceux qui travaillent de financer aveuglément des prestations sans aucune limite de temps. C'est une question d'équité macroéconomique de base. Parlons d'équité, tiens, c'est le moment idéal, parce que c'est précisément ici que les documents d'intelligence citoyenne mettent en lumière ce qu'ils appellent le ratio 120. Vous parlez d'une fraude sociale de 250 millions d'euros. Je ne conteste pas le chiffre, c'est un fait, mais dans le même souffle, mettons ça en perspective, l'État tolère une fraude et une évasion fiscale monumentale estimée à 30 milliards d'euros par an. 30 milliards, c'est 120 fois supérieur à la fraude sociale. C'est un ratio frappant, certes, mais... Attendez, regardez comment l'appareil d'État réagit face à cette disproportion. Pour traquer les chômeurs et les malades, c'est 250 millions, l'État recrute activement 45 inspecteurs sociaux supplémentaires. On serre la vis. Mais de l'autre côté, face aux 30 milliards d'évasion, que fait-on? On désarme le contrôle fiscal. Les effectifs de l'Inspection spéciale des impôts, l'ISI, ont été fondus. On est passé à seulement 443 agents pour tout le territoire belge. 443 agents de l'État qui doivent faire face à une armée de 4200 conseillers fiscaux privés œuvrant pour les grandes entreprises. La décision de pourchasser l'allocateur précaire tout en laissant le grand capital s'évaporer, ce n'est pas une fatalité comptable, c'est une décision purement idéologique. On organise minutieusement la traque des plus pauvres tout en capitulant sciemment face à la haute finance. Je comprends tout à fait l'attrait rhétorique du ratio 120. C'est le genre de statistique qui marque les esprits. Mais c'est une comparaison fondamentalement asymétrique. La fraude fiscale des grandes entreprises, ça implique des montages transnationaux, des sociétés écrans, des accords internationaux complexes. Ça demande des réformes mondiales face à l'hypermobilité du capital. Ce n'est pas facile à régler du jour au lendemain. La fraude sociale et l'optimisation des règles de chômage, en revanche, ça se passe ici. C'est directement sous la juridiction de l'État fédéral belge. Le gouvernement agit là où il a une prise directe et immédiate. Agir sur les plus faibles parce que c'est plus facile, ce n'est pas ce que j'appelle du courage politique. Ce n'est pas une question de facilité, c'est une question de mandat démocratique. Il y a une véritable demande de transparence sur les abus sociaux. Prenez par exemple des documentaires très médiatisés en Belgique comme Tous fraudeurs. Ce genre de reportage ne naît pas de nulle part. Il reflète une exaspération légitime des travailleurs face aux failles du système. Il faut purger le modèle de ces excès visibles pour que les citoyens consentent encore à payer l'impôt. La rhétorique étatique et médiatique autour de l'activation, même si elle vous semble brutale, elle est vitale pour provoquer un sursaut. La transparence a un prix. La transparence, je n'achète absolument pas cet euphémisme. Ce que vous décrivez, la littérature sociologique l'appelle très clairement du poverty porn, la pornographie de la pauvreté. On expose les cas marginaux pour stigmatiser l'ensemble d'un groupe. Et ça a des répercussions cliniques mesurables sur la santé mentale des citoyens. Les sciences sociales sont catégoriques à ce sujet. Le matériel source cite l'étude de PAC, qui a suivi plus de 67 000 individus. Les résultats? Cette stigmatisation médiatique et politique des allocateurs entraîne une augmentation de 19 % des symptômes dépressifs et une hausse de 29 % de la probabilité de développer une dépression majeure chez les bénéficiaires.
On est littéralement en train de fabriquer un ennemi intérieur pour justifier des coupes. Les chiffres sur la dépression sont inquiétants, c'est certain, mais il ne faut pas tirer sur le messager médiatique non plus. Mais le vrai scandale, celui que ces documentaires comme Tous fraudeurs choisissent d'ignorer complètement, c'est le phénomène du non-recours au droit. C'est massif. Les données montrent qu'entre 37 et 51 des personnes qui sont légitimement éligibles au revenu d'intégration sociale, le RIS, ne le réclament pas. Pourquoi? Par honte, par peur d'être stigmatisé justement à cause de cette ambiance médiatique toxique, ce non-recours prive les citoyens les plus vulnérables de près de 1,8 milliard d'euros d'aide auxquels ils ont droit. Alors le grand narratif de la fraude sociale massive qui justifierait toute cette rigueur, c'est une illusion savamment entretenue. C'est un argument fort sur le plan humain, je vous l'accorde. Le non-recours est un défi pour tout État-providence. Mais pour prendre un peu de recul, il faut qu'on revienne à la réalité macroéconomique implacable qui nous attend, disons, à l'horizon 2042. C'est demain matin en termes de politique publique. Le vieillissement accéléré de la population, l'explosion des coûts liés aux pensions, combiné aux montagnes de dettes accumulées par le passé, c'est un mur de béton qui se dresse devant nous. En 2042, si on ne change rien, le fardeau fiscal sur la population active sera tout simplement insoutenable. Et votre solution, c'est de presser le citron des plus précaires dès aujourd'hui. Ma position, en résumé, c'est que la pérennité même de l'État et du filet de sécurité sociale exige qu'on prenne ces décisions comptables difficiles aujourd'hui. On ne peut pas protéger la santé collective avec un État qui fait défaut sur sa dette souveraine. Les politiques de remise au travail, le contrôle accru, la limitation dans le temps des allocations à 24 mois, ce ne sont pas des caprices sadiques. Ce sont les conditions sine qua non pour préserver ce qu'il reste de notre modèle social. C'est paradoxal, mais protéger la santé passe par la rigueur financière. Si on ne le fait pas, dans 10 ou 15 ans, il n'y aura tout simplement plus de fonds publics pour financer les hôpitaux, payer les médecins ou rembourser les soins de kinésithérapie de patients comme eux. L'urgence financière, elle est existentielle. Je vois les choses sous un angle diamétralement opposé pour conclure. Réduire les citoyens à de simples variables d'ajustement dans une équation budgétaire, ça détruit le tissu social même du pays. Regardez les projections directes de cette réforme, 30 122 familles vont basculer presque immédiatement vers l'assistance des CPA, les centres publics d'action sociale. On ne règle pas le problème, on transfère simplement la misère du fédéral vers le niveau local, vers les communes, tout en aggravant massivement la morbidité et la précarité sur le terrain. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on présente ça comme l'unique option. Or, l'analyse du réseau citoyen démontre que des alternatives existent. Vous pensez au modèle de l'économie contributive? Exactement. Le modèle de l'économie contributive provisionnée, l'ECP, s'est documenté en long et en large. Ça propose une autre voie qui valorise l'engagement citoyen et associatif sans que les personnes ne perdent leurs droits sociaux de base. Ça transforme ce que vous appelez une dépense passive en un véritable investissement humain. L'urgence financière ne devrait jamais servir d'excuse pour violer le principe de standstill de notre Constitution, ni pour sacrifier la santé publique sur l'autel de l'austérité. La question, à part ça, la santé, ça va, mérite mieux qu'une réponse comptable. On s'entend pour dire qu'on reste profondément divisé sur cette ligne de faille. Est-ce que la menace existentielle sur la dette souveraine justifie le niveau de pression humaine imposé par la coalition Arizona? Nos perspectives sur l'activation et la priorisation des coupes sont fondamentalement en friction, et c'est la nature même du débat démocratique. Tout à fait, mais je crois qu'on partage au moins un point commun à l'issue de cet échange. On doit reconnaître la richesse extraordinaire des données citoyennes fournies par l'écosystème d'intelligence du CCPLC et de OFIE. Les statistiques qu'on a brassées aujourd'hui de la réalité clinique des malades face au TMIE jusqu'aux asymétries béantes du contrôle fiscal, ça soulève des questions de société incontournables. C'est indéniable. La qualité du travail d'analyse de ces documents est remarquable. L'ampleur des défis socio-économiques vers 2042 va exiger qu'on continue sans relâche à confronter la rigueur des données macroéconomiques aux réalités sociales vécues sur le terrain. On invite donc tous ceux qui nous écoutent à plonger eux-mêmes dans ce matériel source exhaustif. Allez lire les rapports, examiner le ratio 120, regarder les projections du Bureau du plan. Forgez-vous votre propre opinion sur ce carrefour historique pour la sécurité sociale. Il reste énormément de couches à analyser sur ce dossier complexe.
Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre réflexion partagée aujourd'hui. Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. À Chanoine, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission...